Le vin est le fils du soleil et de la terre, mais il eut le travail comme accoucheur. Comme les grandes œuvres et les grandes pensées, il ne sort pas du pressoir, tout prêt à être englouti par un estomac avide et distrait. Il lui faut la collaboration de l'art, de la patience, du temps et de l'attention, cite Paul Claudel. Bienvenue chers auditeurs dans ce 27e épisode de Confidence de dirigeants, le podcast où l'on explore les parcours et les visions de celles et ceux qui inspirent par leur talent, leur audace et leur humanité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité d'exception, Philippe Forbrac. Bonjour Philippe, sois le bienvenu. Merci Vianette. Extraordinaire palmarès. Tu es le meilleur sommelier du monde 92, meilleur ouvrier de France, auteur, orateur, animateur. Tu es aussi l'âme du bistrot du sommelier, cette adresse parisienne emblématique où depuis 30 ans, tu transmets ta passion du vin et la gastronomie comme l'art des accords parfaits. Tu aimes partager ton savoir et on t'entend aussi à la radio où tu racontes avec générosité l'histoire des terroirs, des cépages et des émotions qu'ils procurent, tel un vin goulayant. Dans cet épisode, j'ai envie de parler avec toi de transmission, de mémoire sensorielle et de cette convivialité qui est la douceur d'un soir d'été en terrasse. Installez-vous, chers auditeurs, confortablement et entrons ensemble dans cet univers où le goût devient émotion. Philippe, tu as grandi dans quel environnement? Quelles valeurs familiales t'ont marqué dès l'enfance? Alors, j'ai grandi dans un environnement provençal déjà, parce que c'est bien de s'imprégner du lieu dans lequel on est né finalement, avec des valeurs qui étaient inculquées par mes parents, bien entendu, comme toujours, mais aussi beaucoup par mes grands-parents. Et finalement, les grands-parents arrivent pour donner un cadre aussi supplémentaire à la tourmente des parents. Mes grands-parents paternels notamment, qui étaient restaurateurs, à Briançon, dans les Hautes-Alpes, avec des valeurs qui étaient le respect de la terre, du travail, du labeur aussi, des gens. Ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est vrai qu'ils étaient restaurateurs. Je suis devenu restaurateur, on va l'évoquer, mais du coup, je leur dois beaucoup, clairement. Ces racines familiales t'ont influencé plus tard dans ta manière d'aborder le vin ou même ta façon de transmettre, on va y revenir. Te souviens-tu du moment où d'ailleurs tout a commencé pour toi, celui où le vin est passé du plaisir à la passion? J'ai toujours eu l'impression d'avoir le vin, non pas comme compagnon, mais dans le viseur. Je me souviens petit de ranger les bouteilles avec mon père dans la cave. Je me souviens des repas que mes parents recevaient à la maison à Marseille, avec des tablées d'amis, et il y avait des bouteilles sur table, donc ça a toujours été un quotidien. Et quand je montais voir mes grands-parents dans les Alpes, mon grand-père il me disait mettre la table, c'était mettre la bouteille au milieu de la table et mettre la table autour, finalement, les assiettes autour. Donc ça a toujours été présent, mais ça m'a jamais plus attiré que ça à cette époque-là. J'avais bien senti, comme mon frère et ma sœur, les fonds de verre, on n'a pas trouvé franchement beaucoup d'intérêt. Ça sentait fort, c'était puissant. Voilà, on préférait boire sûrement des boissons plus soft. Et finalement, la bascule s'est faite lorsque un jour, je suis allé voir mon père qui était expert comptable, qui rêvait que l'un de ses enfants prenne la suite de son cabinet, qui était un joli cabinet à Marseille. Et j'ai dit à mon père, écoute, je vais faire l'école hôtelière, j'ai plus envie de continuer tout ça. Alors il m'a donné plusieurs conseils, c'est important. Les conseils du papa. D'abord, il m'a dit, ok, tu vas aller travailler pendant une semaine dans la brasserie en bas de mon bureau, et tu vas voir ce que c'est le travail. Tu me diras à la fin de la semaine si tu as toujours envie de faire ce métier. Et au bout de cette semaine d'expérience, mon père me dit, alors tu veux faire quoi finalement dans ta vie? J'ai dit, c'est très bien, cet univers me plaît. Bon, très bien. Alors j'avais fait du service pendant cette semaine-là. Il m'a dit, écoute, le service c'est bien, mais apprends à faire la cuisine. Fais la cuisine, deviens cuisinier. Tu feras ce que tu veux après, mais apprends la cuisine. Alors, bon, ok, papa, tu peux développer. Il me dit, tu vas prendre les produits, les recettes, les goûts, la gestion, le management d'équipe. Tout ça, c'est spécifique en cuisine. Si tu maîtrises ce sujet-là, tu pourras faire ce que tu veux dans le métier, ça te servira toujours. Si un jour tu as un restaurant, si ton chef te plante, tu vas pouvoir, au pied levé, le remplacer, être suffisamment en accord avec lui ou les autres de l'équipe pour pouvoir continuer à avancer, etc., être plus créatif et tout. Et j'ai fait 6 ans d'école hôtelière à Sisteron d'abord, ensuite à Grenoble et enfin à Nice. 2 ans, du CAP et du BEP en passant ensuite par le bac professionnel et puis le BTS de gestion restauration, option génie culinaire, c'était comme ça le terme, c'était joli et attractif. Et pendant ces 6 ans d'école hôtelière, finalement, j'ai bien sûr appris la cuisine et avec beaucoup d'intérêt,
Mais je me suis découvert vraiment une passion pour la transmission, pour les métiers du service, pour le contact avec les gens. Donc j'étais en cuisine, mais dès que je pouvais aller en salle, j'allais en salle. Mes concitoyens de l'époque, mes congénères qui faisaient des cours de œnologie, sommellerie, je récupérais les polycopes à l'époque pour essayer d'apprendre un peu. Et vraiment, j'ai trouvé ça passionnant, cet univers-là. Et c'est cette curiosité que tu as, en fait, d'aller voir. Cet amour du vin est venu parce que tu regardais les autres personnes travailler sur l'œnologie. C'est par ce biais-là ? C'est par ce biais-là. Et puis l'envie aussi, rapidement en cuisinant finalement, de se dire, mais qu'est-ce qu'on boit avec ce qu'on fait ? Et si on boit telle boisson, parce que c'est pas que le vin, hein, on boit de l'eau, un jus de fruits, du vin... tranquille, du vin effervescent, style champagne, si on boit un spiritueux, etc. Est-ce que finalement le message gustatif est le même ? Est-ce que le plaisir n'est pas dans une certaine précision d'accord, etc. Et ça m'a titillé assez tôt finalement, cette histoire. Donc du coup, j'ai eu vraiment envie de connaître aussi les vins et les autres boissons pour cette raison au départ. Et puis quand je suis arrivé à l'école hôtelière de Nice, je me suis retrouvé dans une classe incroyable en BTS, avec une jeune femme, Anne-Marie Caranta, qui venait de gagner le concours du meilleur jeune sommelier de France. Alors, c'était la star de la classe. Donc je me suis rapproché un peu d'elle pour savoir comment on avait préparé ça, etc. Elle m'a dit, il y a un professeur qui s'appelle Michel Balanche, qui est enseignait l'école. On n'avait plus de cours de nous, on était en BTS option cuisine, on n'avait pas de cours de sommellerie ni de dégustation. Mais il faisait des cours du soir. Donc je me suis renseigné, je me suis inscrit à ces cours du soir à l'école. Et puis après, l'année donc, où je suis rentré dans cette classe, il y a un autre élève, Hervé Bizel, qui depuis a fait parler de lui pas mal parce qu'il a monté un domaine dans le Roussillon qui s'appelle le Clos des Fées, qui est devenu une des références de cette région de la France, et même au-delà, qui lui préparait aussi le concours du meilleur jeune sommelier de France et le gagne. 2 dans la classe. Je me suis dit jamais 203, quelque part, pourquoi pas, si le dicton pouvait marcher. Donc du coup, je me suis mis un peu ça en tête. Notre professeur de l'époque m'a encouragé sur le sujet, m'a inscrit un peu d'autorité au concours du meilleur jeune sommelier de France, dont il avait déjà eu 2 lauréats. Je n'ai fait que 3e, ce qui était déjà, je trouve, avec le recul, une belle performance pour moi. Je l'ai bien vécu, d'autant plus que la veille de la finale, c'était au cercle interallié, la veille, rage dedans. Je me suis dit, mais demain, je ne vais pas pouvoir même pas y aller, quoi. J'avais de la fièvre et tout. Je suis allé vite voir un dentiste. Je travaillais à l'époque à la brasserie Lorraine comme sommelier. Et le dentiste, il m'a dit, mais vous avez une dent de sagesse qu'il faut extraire, etc. Enfin, vous pouvez pas faire le concours demain, c'est pas possible. Non, mais vous rigolez ou quoi ? C'est la finale du concours du meilleur jeune sommelier de France. Ça se refuse pas, on refuse pas l'obstacle. Donc il m'a dit, écoutez, je vais vous donner un calmant, etc. Faites ce que vous pouvez. Et puis, je suis revenu le matin, j'étais dans un état second. Mais finalement, j'ai fait 3e. Et j'étais plutôt content du résultat compte tenu de la situation. Ensuite, je m'y suis remis parce qu'après cette période parisienne, donc après mon BTS, je suis parti à l'armée. L'officier chargé des classes me dit, mais avec sommelier, le parcours que vous avez, tout ça, je vais vous trouver une place dans un mess, etc. Et je me souviens, je lui ai dit, écoutez, c'est ma vie, je vais y travailler souvent, presque tout le temps, dans un restaurant, etc. Moi, j'aimerais bien aller manger au mess, en rigolant. Il me dit, mais alors, la seule solution pour aller manger au mess, faites l'école d'officier de réserve. Donc, j'ai fait les tests. J'ai réussi les tests. J'ai reçu ma feuille de route et ils m'ont envoyé à Couët-Quidan, l'école militaire de Saint-Cyr, pour faire les EOR. J'ai passé 5 mois là-bas, très enrichissant dans les rencontres, dans les challenges, dans le dépassement de soi, plein de choses qui étaient vraiment formatrices. Et après, je suis parti, donc, j'ai choisi d'aller dans les troupes alpines, à Briançon, là où mon grand-père avait servi, où mon père aussi avait fait une partie de ses études, dans le même régiment. Donc on a fait 3 générations dans le même régiment, qui était le 159e régiment d'infanterie alpine. Et voilà, et donc j'ai continué dans cette année-là. Et puis après, fin de l'armée, Paris, quelque part, assez rapidement, après avoir fait un petit mini-tour de France des vignobles. Et je me retrouve à 24 ans avec la possibilité de créer ma propre maison. Et j'ai ouvert le bistrot du sommelier, c'était en mai 1984. Alors, le vin, par rapport à ta découverte, mais entre la curiosité de l'œnologie, mais le goût, parce que mine de rien, il faut avoir des capacités. Il y a des gens qui sont nés et d'autres... qu'est-ce que l'on dit d'ailleurs ? Dans la capacité à goûter le vin, il y a effectivement des choses innées. Et après, il y a beaucoup de travail. À partir du moment où ça nous plaît. L'élément déclencheur, c'est de trouver du plaisir finalement. Et c'est presque un peu l'aboutissement aussi. Mais s'il n'y en a pas de plaisir à goûter, quelque part, on va faire un blocage. La meilleure façon d'aborder le sujet, c'est de leur
suggérer des expériences et surtout de commencer avec des vins accessibles, aromatiquement parlant accessibles, pas un truc dans lequel on sent que l'alcool ou pas grand-chose et que tu arrives à aller chercher de la nuance, etc. Ça vient avec le temps, mais les nuances, il vaut mieux, on les apprend qu'après. Donc il faut aller sur des vins spontanés, fruités. Voilà. Et le premier vin que j'ai eu vraiment l'occasion de goûter, c'était, grâce à mon papa encore, ce muscat de Baume de Venise, qui était juste incroyable. Parce que j'avais jamais eu déjà l'autorisation officielle, même si j'avais pu sentir des fonds de verre. Et c'était un vin doux, très aromatique, on a l'impression de croquer le fruit. J'ai l'impression de le goûter encore aujourd'hui, parce que ça sentait la rose, ça sentait le litchi, ça sentait la mangue, ça sentait l'agrume, ça sentait il y avait des arômes de pêche, de poire, etc. En bouche, c'était doux, caressant, pas agressif du tout. Bon, il y avait un peu d'alcool en finale de bouche, on avait bien dormi après, mais on avait goûté un verre comme ça, et finalement on était heureux d'avoir goûté ce verre adolescent, et ça m'avait toujours marqué. Est-ce que c'est ce fameux souvenir de dégustation tellement précis? Est-ce que c'est ton choc sensoriel? Alors, je pense que c'est l'un des chocs sensoriels dont je me souviens, et en tout cas qui a été un choc sensoriel déclencheur. J'en ai eu d'autres après sur des produits. La première fois, ma grand-mère était quand même cuisinière, hein. Donc j'ai goûté souvent, elle adorait faire les gibiers. Mon grand-père était un grand chasseur, hein. L'hôtel d'ailleurs de mes grands-parents s'appelait les Trois Chamois, parce que mon grand-père, qui avait été blessé à la guerre et dont on avait amputé l'avant-bras droit, donc il n'avait qu'une main, en 2 coups de fusil avait tué 3 chamois. Donc ils étaient ensemble, groupés, il avait tiré, les 3 étaient tombés. Et donc c'était une époque de chasseurs, et ma grand-mère adorait cuisiner le gibier. Donc il y avait régulièrement du chamois, bien entendu, mais aussi à l'occasion du sanglier, du lièvre, etc. Et ça, c'est des chocs gustatifs, parce que c'est des produits puissants. Et puis on le faisait à l'époque en civet, donc c'était concentré, c'était goûteux, avec une belle polenta crémeuse et tout. J'ai des souvenirs extraordinaires, j'allais dire qui me hantent, c'est pas le mot tel qu'on l'imagine, mais en tout cas qui occupe mon esprit régulièrement. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles d'un sommelier aujourd'hui, et est-ce que ça a évolué avec le temps? Les qualités essentielles pour être sommelier, que ce soit aujourd'hui ou hier, mais peut-être encore plus aujourd'hui, c'est la curiosité, c'est l'éveil permanent, c'est le fait de ne pas avoir d'œillères, mais d'être au contraire très ouvert sur ce qui se passe, y compris aujourd'hui sur les gens qui ne boivent pas de vin, ou sur les vins désalcoolisés, ou sur les boissons à base de vins différentes, etc. Régulièrement en ce moment, j'ai des journalistes qui m'appellent et me disent « Mais qu'est-ce que vous pensez des vins low alcool? Est-ce que vous buvez de temps en temps autre chose que du vin à table, etc. Est-ce que le rosé, c'est du vin ?» Enfin bon, il y a plein de questions qui sont légitimes, qu'on se pose. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande diversité dans l'offre, mais qui correspond tout simplement aux besoins exprimés par la population, parce que c'est aussi, les gens font des boissons pour être consommés et donc vendus au passage. Donc garder cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Bien sûr, on peut avoir, entre guillemets, une personnalité qui aime tel type de vin. Il y a des gens qui aujourd'hui sont presque peut-être enfermés dans certaines chapelles. Et si le vin, s'il n'est pas nature, c'est pas du vin. S'il est conventionnel, c'est pas du vin. S'il est filtré, c'est pas du vin, etc. Je suis, mais je pense que ça correspond à ma nature, beaucoup plus ouvert sur le sujet. À partir du moment où c'est bon, à partir du moment où c'est fait dans un respect de la nature déjà, et quelque chose qui est important pour le métier de sommelier à mon avis. Ensuite, un autre adjectif qui correspond bien à notre métier, c'est la sobriété. Alors ça paraît étonnant d'utiliser ce terme aussi pour un sommelier, mais si le sommelier il est accro à la dégustation et que pour lui c'est un manque permanent, il ne pourra pas faire ce métier très longtemps ni toute sa vie. La tentation, elle est tout le temps. Moi j'ai cette chance-là de profiter de ces bonnes choses, mais aussi de ne pas du tout en être tributaire. Et je peux comprendre que ça peut être un problème aussi pour certaines personnes. Et puis il y a une autre sobriété aussi, c'est que parfois on a reproché de trop se la raconter. Savoir parler et partager sa passion, c'est formidable. Écouter les autres, c'est bien aussi. Et je pense que dans les qualités de sommelier, c'est aussi... on ne sert pas ce qu'on a envie de servir. On sert ce que les autres ont envie de goûter. Et il faut les écouter, non seulement les entendre, mais les écouter. Et les accompagner dans un choix, comme si c'était eux qui avaient fait le choix, même si c'est nous qui l'avons bien entendu accompagné. Donc c'est l'écoute du besoin du client, et puis de la découverte aussi. Bien sûr, il y a en tout cas un langage spécifique qui paraît parfois
un peu hermétique pour les gens de l'extérieur, mais finalement, il faut surtout avoir confiance en soi lorsque l'on parle du vin et utiliser ses propres mots. Parce que nous, on est là pour les traduire si besoin, pour les comprendre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre la parole sur un vin. Est-ce que j'ai raison de dire que j'aime ou que j'aime pas ? Déjà, c'est la base. Et c'est pas parce que toi, tu aimes pas tel vin que moi, je vais ne pas l'aimer non plus. Le vin, c'est pas une boisson comme les autres. C'est une boisson qui est l'essence d'un lieu, d'une culture, d'un savoir-faire, parfois de la misère du climat, etc. Et Dieu sait si c'est un sujet aujourd'hui qui nous préoccupe les uns les autres, au-delà du vin, bien sûr. Tous ces éléments-là façonnent finalement le vin. Et donc, il y a une multitude de possibilités. Quand on discute avec les gens, ils peuvent nous dire moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On peut trouver ce qu'ils aiment, justement. Au contrario, s'ils nous disent ce qu'ils aiment, on peut le trouver aussi. J'en reviens à ce merveilleux titre que tu as obtenu en tant que meilleur sommelier du monde, en 92. Quand tu repenses à ce concours, tu revois quoi en premier ? C'est un cheminement, un titre comme ça, parce que d'abord j'ai été meilleur jeune sommelier de France que j'ai fini par gagner, donc en 84. Qui t'a poussé à tenter ? Mon entourage, ma famille, mes amis, des confrères avec qui j'avais déjà fait un bout de chemin. Je venais d'ouvrir le restaurant. Mon professeur Michel Balanche, avec lequel je suis resté, j'étais en contact, et je le suis toujours en contact aujourd'hui, j'en suis ravi, m'a poussé à dire il faut maintenant aller au bout. Donc il y avait une certaine logique dans cette époque-là sur ces épreuves. J'ai passé après le concours du meilleur sommelier de France. Donc j'ai fait l'essai en 86 et j'ai gagné en 88. Et puis après on m'a dit la France c'est bien, tu sais le monde c'est mieux. Alors j'ai dit ok, vous êtes gentils tous autour de moi là. Et puis voilà, notamment mon ex-femme qui m'a beaucoup poussé à l'époque, qui m'a encouragé, et tout mon entourage. Et puis ma fille venait de naître. Et c'était aussi pour elle quelque part que j'ai dit il faut aller au bout de ces différentes épreuves et le titre suprême, c'est le meilleur sommelier du monde. Donc j'ai préparé ça de façon omnibulante, ça s'improvise pas. Hein. J'y ai pensé la première fois en 82 lorsque je me suis inscrit pour la première fois au concours du meilleur jeune. Et de 82 à 92, quasiment, j'ai vraiment pensé à ce titre-là. Alors pour revenir à la question que tu me posais, c'est quoi le souvenir que j'en garde ? Qu'est-ce qui marque ce moment particulier ? Avec le recul, je me dis que j'avais une certaine sérénité, sans excès de confiance, mais juste une sérénité dans le fait de pouvoir cocher des cases de travail, etc. J'avais vraiment l'impression d'être allé au bout de ma préparation. Ensuite, Rio, le Brésil, le choc d'un pays, le choc aussi d'un pays très contrasté, comme on peut l'imaginer, mais ça a rajouté, j'allais dire, une certaine rage de vaincre. Et puis, ma fille, dont j'avais envie de lui offrir peut-être un univers plus clément. Et puis, après les épreuves se sont enchaînées un peu comme dans un rêve, quelque part. On sait tous, les uns et les autres, qu'il y a des jours où finalement, on n'est pas invincible, mais c'est pas une surconfiance en soi, mais on se dit que ce jour-là, finalement, les planètes sont alignées. Et j'ai vraiment eu cette impression-là, notamment pour la finale. C'était laborieux d'arriver en finale parce que c'était un parcours d'embûche pendant une semaine, pour les sélections, les demi-finales, les quarts, etc. Mais le jour de la finale, j'ai l'impression, quelle que soit l'épreuve proposée, quelle que soit la dégustation proposée, quelle que soit la situation à gérer, j'étais chez moi. Voilà. Tu as des dégustations à l'aveugle. Entre autres. Et aussi, il te faut une sacrée mémoire pour connaître tous les pays, tous les vins, tous les terroirs. C'est ça, mais en même temps, on ne peut pas tout connaître. Donc il faut avoir conscience de ça et pas faire un blocage dans le sens où on se dit s'il y a ça qui tombe, je ne pourrais pas que ça arrive. Non, il ne faut pas du tout penser à ça. Il faut vraiment penser à être sincère avec ce que l'on vit et ce que l'on goûte. Et d'ailleurs, dans cette sincérité-là, des candidats, on était 35 au début de la semaine, on se retrouvait à 5 en finale, par un système d'annonce de points, etc. Ils m'ont plus annoncé le dernier, donc il n'y en avait plus qu'un qui pouvait aller en finale, alors qu'il y avait encore 30 et quelques candidats, et c'est moi qui étais appelé le dernier. On enchaînait directement avec un tirage au sort de l'ordre de passage à la finale, et je suis appelé le dernier, et je tire le premier. Donc je tire le numéro 1. Donc j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à tout ça, je me suis laissé embrigader quelques minutes de réflexion pour lire rapidement une carte des vins et tout, pendant que les gens préparaient. Puis après, je suis monté sur scène. Bien sûr, tout le monde était à l'isoloir pour que chacun puisse faire son épreuve seul. Il y a un seul vin sur lequel on a tous dit la même chose. Espagne, Rioja, Cépage Tempranillo. On était en 92, le vin avait un peu d'évolution. On a dû dire autour d'un vin de 85. Enfin voilà. Et tout le monde était unanime sur ce vin-là. Et puis finalement, c'est le seul que personne n'a trouvé. Et donc, c'est une vraie leçon parce que le vin, c'était l'archétype de ce vin-là qu'on connaissait tous. Parce qu'on avait appris, ça fait partie des basiques, les vins de la Rioja. Et ben, c'est le seul sur lequel on s'est tous trompés. Avec sincérité. Donc, et les jurys, bien entendu, ont loué cette sincérité du propos. Et après, on a appris que ce vigneron
C'était un vin de Californie, un pinot noir de Californie. Il était originaire d'Espagne et que finalement il avait fait sur un pinot noir quelque chose qui était très proche de ce que l'on pouvait faire dans la Rioja. Mais comme je dis toujours parmi les phrases fétiches, nous, sommeliers, on ne boit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Évidemment, ça c'est une sorte de synthèse de notre métier, quoi. Toi, tu es hyper esthésique. Les 5 sens sont ouverts. Vraisemblablement. Quel est le mot que l'on emploie quand on dit on a un palais? On a un palais, je pense que c'est le terme le plus usité. Comme toujours, je ne vais pas rentrer dans l'intimité, même si on est dans un salon, voilà, et on peut se livrer, mais par rapport à ce qu'on a envie aussi de se prouver, voire de prouver aux autres. Moi, j'étais le 2e, mon frère était la star, ma sœur était la 3e et c'était une fille. Donc au milieu, il fallait trouver sa place finalement. Et c'est pas évident. L'école, ça me plaisait pas nécessairement plus que ça. Et je cherchais vraiment quelque chose. J'avais vraiment, au fond de moi, je ne savais pas ce que c'était. Je savais, c'est l'âge et le recul qui me permet de dire ça maintenant, mais je savais que je ferais quelque chose. J'avais une certaine confiance dans le fait de faire quelque chose. Je savais pas dans quoi, je savais pas comment, je savais pas avec qui, vraiment. Et même quand je suis rentré au début à l'école hôtelière, j'étais pas persuadé que ça soit la voie que j'allais garder, etc. Mais j'avais vraiment envie de me prouver et par rapport à différentes situations familiales aussi particulières, comme dans toutes les familles, de faire quelque chose. Et finalement, c'est comme ça. Et finalement, je suis parti aussi de la maison. À 16 ans, je suis à l'école hôtelière, je ne suis plus jamais revenu chez moi. Et je me suis construit aussi en prenant de la distance par rapport à un foyer, etc. Et de revenir avec des choses que j'avais faites, ou des choses que je pouvais faire, ou des choses que je pouvais expliquer. Ça m'a servi aussi. On va rentrer dans ton merveilleux bistrot qui s'appelle le bistrot du sommelier. Bon, c'est un peu ton refuge, ton théâtre aussi, parce que je sais que tu prends vraiment un plaisir à communiquer, à transmettre ta passion, et c'est un vrai régal pour nous, d'ailleurs régal à tout point de vue. Comment l'avais-tu imaginé ? Le mot théâtre est assez bien vu. D'abord, ma sœur, effectivement, est devenue prof de théâtre, et on faisait du théâtre tous les deux quand on était gamins. Et on aimait théâtraliser finalement les événements en se déguisant. Ma sœur a toujours une belle écriture, donc elle écrivait des scénarios, des textes, etc. Moi, j'ai toujours aimé aussi, non pas jouer la comédie, mais en tout cas monter sur les planches pour présenter des choses, pour chanter aussi. J'adore chanter, c'est une partie un peu plus secrète de ma vie, mais dans la famille, tout le monde aimait chanter. Du coup, au restaurant, c'est un peu cet esprit-là, quoi. Il y a le restaurant, mais il y a aussi la mise en scène, finalement. Qu'elle soit dans la salle, dans les assiettes, dans le service des vins, avec de la convivialité, mais avec effectivement cette mise en scène particulière. On fait beaucoup de soirées dégustation, on invite des gens, des personnalités pour s'exprimer, pour partager. Du coup, pas mal d'amis artistes qui aiment bien venir dans la maison et qui profitent aussi, qui participent aussi à l'activité de la maison. Donc toute cette dimension m'interpelle absolument. Moi, j'avais été éblouie par tes caves aussi, parce que ça, c'est magique. Mais au-delà de ce théâtre et de ces merveilleuses bouteilles, évidemment, qui font cette richesse, est-ce qu'il y a un plat signature ou un vin que tu aimes particulièrement proposer, une sorte de clin d'œil personnel ? Plat signature, j'allais dire non, parce que j'ai eu pas mal de chefs finalement depuis 1984. Chacun a apporté un peu une part de sa vie. Hein. Le premier qui j'ai ouvert, Laurent Petit, qui est même devenu 3 étoiles au guide Michelin, en ayant créé ensuite avec Martine, son épouse, le Clos d'Essence à Annecy-le-Vieux, qu'il a revendu à ses équipes il y a 2-3 ans. C'est une vraie réussite aussi de transmission. Et il a remonté d'ailleurs à Langres, le Clos Vauban, dont il vient après quelques mois d'ouverture de récupérer une première étoile, et je pense que ça va aller crescendo. Donc voilà, donc lui il faisait une cuisine plutôt de bistrot avec mon associé du départ qui était journaliste, Nicolas Drabody, avec lequel on a œuvré pour créer le bistrot du sommelier. Et il avait quelques pas signatures lui à l'époque. Il faisait des pâtes aux langoustines qui étaient juste incroyables. Il faisait du saucisson brioché qui était une petite merveille. Voilà, à la fois bistrot et en même temps un petit peu bistronomie, tel qu'on le dit aujourd'hui. C'est un terme qui n'était pas utilisé à l'époque, mais c'était un peu l'esprit du bistrot du sommelier. Puis après, chaque chef a apporté leurs idées, avec parfois une volonté un peu plus gastro, parfois une volonté un peu plus bistrot. Finalement, l'esprit du bistrot du sommelier se situe au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'une cuisine plutôt française, assumée, allégée avec le temps, clairement,
qui restent quand même sur des valeurs fondamentales. Là, en ce moment, mon chef, Logan, qui travaille avec moi depuis 6 ans maintenant, il fait un pâté croûte qui est juste incroyable et on n'arrive pas à l'enlever de la carte. Voilà, c'est pas possible. Après, on travaillait le gibier. Ce sont des plats, pas signature, mais des plats qui marquent un peu le goût. Après, côté vin, parce que plutôt les vins signatures que les plats signatures, même si c'est les accords mets et vins finalement qui animent la maison. Mais j'aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône. Dans ma première carte des vins, il y avait déjà du Châteauneuf-du-Pape, de l'Hermitage et du Côte-Rôtie, par exemple. C'est 3 très belles appellations que je continue à adorer, bien entendu. Même si aujourd'hui, la chance de mon parcours fait que j'ai le plaisir de goûter des vins venus des 4 coins de la France et de la planète. Donc j'ai une carte des vins avec 1000 références, venues de 36 pays différents. Mais la vallée du Rhône reste un peu ma région de cœur. Après, j'ai eu toute une époque bordelaise et j'ai toujours une belle cave de Bordeaux. Et puis la Bourgogne, ces dernières années, a refait surface, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'amateurs de par le monde, avec des prix qui ne cessent d'augmenter d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Mais c'est vrai que les grands Bourgognes rouges, le blanc bien entendu, c'est longtemps qu'on connaît la réputation des Bourgognes blancs. Mais les rouges étaient... Certains grands domaines étaient connus, très connus et réputés, mais il y a une belle progression des rouges de Pinot Noir aujourd'hui, et la Bourgogne aujourd'hui est un vrai trésor. Tu as connu les grandes tables, les concours, les voyages, et pour autant tu choisis aussi de rester accessible. On se refait pas. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est un choix, réellement. Je pense que c'est un état d'esprit. On est comme on est. Mais je suis aussi à l'aise si je vais un cocktail à l'Élysée que si je vais rejoindre des potes dans un bar branché du 9e arrondissement ou en province, quelque part, voilà, pour aller faire un karaoké avec des amis et boire du bon vin. Enfin, voilà. Je pense que les situations se succèdent et que j'aime pas vivre, entre guillemets, toujours dans la même sphère. Mais j'ai la chance aussi de pouvoir avoir ces soupapes et ces différents paliers. Et soupape me fait penser qu'il n'y a pas que cela, il y a la radio aussi. Oui. Tu as été chroniqueur sur Europe 1, puis animateur sur l'émission Invino pendant des années, d'abord sur BFM Radio, aujourd'hui sur Sud Radio. Et toujours le week-end avec l'équipe d'Alain Marty. On a créé cette émission Invino il y a plus de 20 ans maintenant, hein. Et ça marche toujours bien, donc c'est formidable d'être à l'origine de l'équipe du départ d'une émission qui a dépassé les 20 ans d'existence. C'est rare. Ça t'a appris quoi sur toi, ton rapport à la transmission, et puis sur les auditeurs aussi? C'est pas que je veux spécialement commencer par moi. Sur moi, c'est un vrai défi quasiment quotidien, même si c'est une émission hebdomadaire, parce que quand on anime, ou qu'on co-anime, ou qu'on participe de façon récurrente à une émission comme ça, on ne peut pas passer à côté de tout ce qui se passe. Donc ça... La curiosité, elle est déjà un peu naturelle chez moi, mais en plus, elle est d'autant plus importante qu'il faut se mettre à niveau tous les jours. Si samedi, on enregistre en général dans la semaine, hein, mais si l'émission du samedi, on pose une question d'actualité sur laquelle je n'ai aucune idée, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ça suscite le fait d'avoir un challenge quotidien, de se tenir au courant, d'être informé et pas se reposer sur ses lauriers. Rien que pour ça, à titre personnel, c'est intéressant. Et il faut avoir l'honnêteté de dire ça, je n'ai pas entendu parler, ça, je ne sais pas, ça, je n'ai pas encore goûté. Et heureusement qu'il y a cette dimension humaine. Après, sur les autres, et sur les auditeurs notamment, parce qu'on a beaucoup de retours sur le sujet, on a beaucoup d'abord de sympathie avec les gens. C'est un univers qui rassemble les gens. Même si de temps en temps, il peut y avoir des polémiques, et ça fait partie du jeu. Mais globalement, il y a vraiment, dans les messages des gens, beaucoup de sympathie sur ce sujet-là. Et de reconnaissance de la part des auditeurs. Hein. Ça, j'ai découvert ça grâce à vous. Ça, j'aurais jamais pensé à ça. Ah, ça, vous avez dit ça un jour. Vous avez utilisé tel terme en dégustation. Je me suis replongé dessus. J'ai compris ce que vous avez dit, etc. Et donc, il y a un vrai échange. Hier... J'étais au Bourget, je prends un taxi pour revenir à Paris. Le chauffeur de taxi voit mon nom s'afficher parce que je dis je peux vous payer avec le Connect. Pas de problème, il y a mon nom qui s'affiche sur le cadre. Il me dit mais Philippe Forbach, vous avez quelque chose à voir avec le sommelier? Mais je dis oui, je le connais bien. C'est moi. C'est vous? Et donc on a discuté vin pendant 20 minutes entre le Bourget et le bistrot du sommelier. Et il était passionné.
Et il m'a dit, mais votre nom me parle tout le temps, parce qu'on me parle souvent à la maison, même de vous. Quels sont les grands chefs qui t'ont inspiré dans ta vision du vin, comme dans ta manière d'aborder la table ? Alors les grands chefs qui m'ont inspiré, il y en a un certain nombre. Déjà les grands chefs d'une façon générale, j'ai eu la chance d'en connaître un certain nombre. Des gens comme Bocuse, que j'ai rencontré à l'école de théâtre de Nice, avec Jacques Maximin, qui est un très grand chef aussi du sud de la France. Ce sont des gens qui vraiment m'ont fait prendre conscience qu'on était dans une autre dimension, quasiment culinaire, de créativité, d'ingéniosité et de choc émotionnel. Émile Young, qui est un chef qui a disparu, qui avait le Crocodile à Strasbourg, qui a eu 3 étoiles au Guide Michelin pendant très longtemps, est un chef qui était passionné de vin et qui m'a vraiment fait prendre conscience que le vin était quelque chose qui marquait la gastronomie. Et parfois on me dit vin et gastronomie, mais finalement la gastronomie c'est cuisine et vin. Parce que c'est la rencontre, même les arts de la table, tout ce qui est autour des plaisirs de la table. Et Émile Young était vraiment, m'a vraiment éclairé sur le sujet. Un autre chef auquel je pense très souvent, c'est Alain Sandrins, qui était installé place de la Madeleine pendant longtemps au fameux Lucas Carton. C'est un chef qui m'a beaucoup marqué aussi. On avait d'ailleurs eu le privilège tous les deux d'assumer la conception et le service du dîner du siècle qui avait été servi le 31 décembre 1999 au château de Chantilly, où on avait choisi des vins et des mets qui nous paraissaient être le plus adaptés à ce genre de situation. Et on avait goûté notamment, quand on préparait le repas, de la Romanée Conti 1971, qui était juste incroyable. On avait l'impression de se balader sur un marché oriental, tellement ça partait dans les épices, dans les fruits, dans plein de choses, etc. C'était une sorte d'image féerique, c'est le cas de le dire, des 1001 nuits. Et on avait travaillé ensemble pour mettre au point le plat. Et on avait goûté plein de choses différentes. Et finalement, à la fin d'une grande matinée de travail qu'on peut imaginer harassante, on était tombé sur notre histoire de 1001 nuits sur une pastilla de pigeons aux épices. Quand on a goûté ça avec ce petit verre de Romanée Conti, déjà le moment était juste incroyable, mais quand on a goûté ça et qu'on s'est dit là, c'est ça, que la fumée blanche quasiment est sortie des gens qui nous attendaient de l'autre côté, parce qu'on était enfermés dans un petit salon au premier étage du Lucas Carton, on s'est levés tous les deux d'un seul bond, comme si c'était l'aboutissement de notre concentration de travail. Spontanément, on s'est pris dans les bras, et dans l'intimité de ce lieu, j'ai senti qu'il se mettait à pleurer. Et voir un chef 3 étoiles qui avait déjà tout fait, tout vécu et qui avait déjà un certain âge et une belle expérience sur le sujet, c'était pour moi un des plus gros chocs de ma vie. Je pense souvent à ce moment qui est unique, de fusion quasiment, alors qu'on a trouvé quelque chose qu'on souhaitait partager. Et le moment ensuite, le 31 décembre, dans une période très particulière, parce qu'il y avait une grosse tempête qui avait fait tomber les arbres dans les allées de Chantilly, etc. Enfin bon, c'était un moment presque apocalyptique. Ça rajoutait à la dimension presque magique de ce moment. Et les gens ont ressenti aussi ce soir-là l'association d'une façon assez extraordinaire. Magnifique témoignage. Écoute, si tu étais un vin, tu serais plutôt quoi ? Grand Bourgogne ? Bordeaux ? C'est une question qu'on m'a posée quelques fois et à laquelle j'ai toujours un peu du mal à répondre parce que j'ai tellement de souvenirs et tellement d'idées sur le sujet que finalement c'est compliqué à donner comme réponse. Mais si j'étais un vin, j'aimerais être mis dans un magnum et pas dans une bouteille classique pour avoir un peu plus d'espace. Je préférerais être finalement un vin rouge, c'est plutôt ma culture. Tout à l'heure j'évoquais la vallée du Rhône. Si je pouvais être réincarné dans un magnum de côte rôtie, par exemple, voilà, de chez Guigal, où il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la maison Guigal, je pense que je serais confortablement installé. Mais un peu comme la lampe d'Aladin, j'aimerais qu'on vienne aussi l'ouvrir, pas juste me poser quelque part, pouvoir, pourquoi pas, sortir et peut-être revenir dans cette bouteille magique. Nous nous acheminons vers l'été. Pour toi, un moment parfait cet été, il ressemblerait à quoi ? Fin de journée, quand la fraîcheur commence un peu à tomber et que finalement, après une balade et quelques dénivelés en montagne, je vois bien l'endroit que j'aime qui correspond à mes origines aussi, du côté de Briançon. J'ai la chance d'avoir une maison dans la petite vallée qui s'appelle la vallée de la Clarée, qui est un endroit protégé parce que les gens de la vallée se sont battus pour éviter que ça soit urbanisé,
qu'il y ait à l'époque une autoroute, etc. Il y a une fameuse personnalité de la région qui s'appelait Émilie Carle, qui avait écrit un livre superbe, Une soupe aux herbes sauvages, dont on a tiré un très beau film ensuite avec Annie Girardot, qui raconte l'histoire de cette vallée, dure, mais une vraie histoire. Et dans cette vallée, on a la chance d'avoir une maison familiale que j'occupe l'été, et j'adore les soirées là-bas, à la fraîche, avec des amis qui viennent. On a commencé par une partie de pétanque, on continue par un petit apéro qui se prolonge vers un dîner finalement, et quelques flacons, et puis on termine en chanson. C'est fait partie des moments que j'aime vivre, qui correspondent pour moi à l'essence même finalement de la vie à ce moment-là, et surtout des moments qu'on partage. Enfin, si tu avais une devise qui t'accompagne comme un bon millésime, ce serait laquelle ? La devise, c'est effectivement qu'on ne boit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Vraiment quelque chose qui correspond à l'identité même, à la fois de mon métier, mais aussi du message que je souhaite transmettre. Le vin et la lumière du soleil captivent dans l'eau, cite Galilée. Merci beaucoup Philippe pour cette délicieuse conversation. Tu nous as fait percevoir cette lumière. À travers tes mots, tes gestes, tes anecdotes, tu nous as rappelé que l'art du vin ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans l'émotion et le plaisir du partage. Comme un dîner au bistrot du sommelier, un soir d'été, cet échange laisse une impression de chaleur humaine et d'harmonie, la promesse d'un plaisir simple et raffiné. Et à vous qui nous écoutez, chers auditeurs, si cette rencontre vous a inspiré, partagez-la autour de vous et retrouvez-nous bientôt pour d'autres confidences où le talent et l'art de vivre se rencontrent comme un accord parfait. Et n'oubliez pas, le vin est encore meilleur quand on le savoure avec modération, et c'est pour ça, Philippe, que je te retrouve tout de suite au bistrot du sommelier pour savourer un délicieux dîner. Chers auditeurs, à très bientôt et passez un bel été.